Bonjour et bienvenue dans les contes des mille et une vies. Ici, chaque semaine, une femme senior partage avec nous un souvenir, une tranche de vie, un bout de son histoire. Et pour ce 4e épisode déjà, nous allons tendre l'oreille à la voix de Nadine. Nadine a 66 ans, c'est la plus jeune de cette saison, et elle nous parle de son implication grandissante dans les maisons familiales rurales. Avec cet épisode et cette expérience, elle partage un récit de résilience, de partage, de seconde chance et d'inclusion. Alors installez-vous confortablement, l'histoire commence. Je m'appelle Nadine, j'ai 66 ans et j'habite dans le Loiret. Je vais parler de mon action dans les maisons familiales rurales. Tout a commencé par un devoir raté. Ma fille était en 3e au collège du secteur et elle avait rendu un devoir de maths qui n'était pas bon. Son professeur en maths, en lui rendant sa note, lui a dit « Ton devoir est nul, tu es nul, tu ne feras jamais rien de ta vie ». Lorsqu'on dit ça à une ado de 15 ans, déjà elle le prend très mal, elle croit que c'est l'adulte qui lui a dit et enfin elle ne veut plus aller à l'école. Et à partir de ce moment-là, nous, les parents, on se dit « Qu'est-ce qu'on va faire pour elle ?» Apparemment, le système classique n'était plus fait pour elle. Il fallait passer à un autre moyen d'étudier. Nous savions par des membres de notre famille éloignée qu'il existait des maisons familiales rurales où on enseignait d'une autre manière, notamment par l'alternance. On s'est donc rendu dans la maison familiale de Férolles. Nous y avons été fort bien reçus, sans aucun jugement, et avons décidé que notre fille ferait sa rentrée dans la classe. Alors à l'époque, c'était une classe de BEP. Pour mieux comprendre, les maisons familiales rurales proposent des parcours professionnalisants. Pour ma fille, c'était avec une option service à la personne. Ce sont des structures associatives, donc avec une gouvernance associative, un conseil d'administration, et la partie pédagogique est plus assurée par le pôle de direction. En tout, il y a 450 maisons familiales rurales en France, qui sont organisées en fédérations interdépartementales, elles-mêmes réunies en fédération régionale et elles-mêmes rattachées à l'Union nationale des maisons familiales rurales. Les élèves sont obligatoirement en internat. Dans la journée, on étudie, le soir, on s'ouvre à tout ce qui est art, culture, et on fait des veillées de façon à apprendre le vivre ensemble. Dans la maison familiale de ma fille, il y avait 150 élèves. Mais comme ils étaient tous en alternance, il n'y avait que 80 élèves par semaine. Ça tourne. Enfin, en maison familiale, il y a un rapport différent à l'éducation. Par exemple, on ne dit pas un prof, on dit un moniteur. Le moniteur vous appelle par votre prénom, mais vous voit. On apprend différemment. On apprend la géographie, on apprend l'histoire, mais dans tout ça, il y a aussi des maths. Et pour finir, on passe les mêmes diplômes. Ce ne sont pas des diplômes au rabais. Et donc, pour ma fille, son entrée en maison familiale a tout changé. La maison familiale l'a prise avec ses bons et ses mauvais côtés, lui a redonné confiance et l'a remise sur les rails des études. Ma fille a fait 2 ans d'études là-bas et a obtenu son examen. Mais elle a aussi continué ses études, avec un bac pro, aussi en maison familiale, puis un BTS, toujours en maison familiale, et puis a intégré l'université pour faire une licence. Ensuite, elle est entrée dans le monde du travail. Elle est devenue ingénieure dans un service d'aménagement du territoire. En France, si tu ne rentres pas dans une case, j'avais l'impression que tu n'étais personne. C'était le cas de ma fille, mais aussi de mon petit-fils. Il est dyslexique et dysorthographique, donc c'était difficile au collège pour lui. En 3e, il est entré en alternance dans une maison familiale. Au cours d'un stage en entreprise de charpente, il est tombé en amour pour ce métier. Après ce stage, il est entré en apprentissage dans une entreprise ayant à sa tête un compagnon du Tour de France, charpentier. Et c'est parti, il a eu son CAP. Maintenant, il fait son Tour de France, il est compagnon du devoir et est très heureux. Mais ces maisons familiales ont tout changé pour moi. Car dès la première année de ma fille en maison familiale, j'ai été sollicitée pour entrer au conseil d'administration.
Et finalement, même après son départ, j'y suis restée. Au bout de quelques années au conseil, on m'a demandé de devenir vice-présidente de la maison. J'ai dit oui. Et quand la présidente est tombée malade, on ne pouvait plus assumer ses fonctions. J'ai même pris la présidence de la maison. La fonction de présidente de conseil d'administration est une grosse responsabilité, notamment pour les contrats de travail. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Il faut taper du poing sur la table. Et là, il n'y a plus de sourire. Enfin, pour finir mon chemin en maison familiale, il y a quelques années, je suis devenue présidente de la fédération départementale. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis tombée dans la marmite. Moi, ce que j'aime dans les maisons familiales, c'est les jeunes. Un jeune, quand il arrive cassé chez nous et que je le revois au mois de juin de l'année d'après, c'est une personne tout à fait différente. Et ça, c'est une satisfaction. De les voir s'épanouir, réussir en examen, trouver du travail et être des adultes responsables en devenir. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Tous les ans, on organise des portes ouvertes. C'est l'occasion de revoir d'anciennes élèves qui sont devenues des jeunes femmes. Souvent, ce sont des femmes dans le service à la personne. Elles viennent nous voir avec leurs bébés, leurs enfants, et elles sont devenues infirmières, aides-soignantes. Et ça, c'est extraordinaire, car elles ont galéré pour en arriver là. Il y en a même un jeune qui est parti après son bac dans une école de design. Comme quoi, ça ouvre des perspectives. Par le biais des stages, même en service à la personne, les jeunes peuvent découvrir plein de choses pour choisir leur futur métier. Quand on m'a demandé de prendre ces responsabilités, je me suis demandé si j'étais légitime. Parce que moi-même, je n'ai pas de diplôme. C'est-à-dire que je viens d'un milieu excessivement modeste. Et quand je suis sortie de 3e, mes parents m'ont dit « Tu ne feras pas d'études, ça coûte trop cher ». J'ai quand même réussi à leur arracher le fait de faire un CAP d'aide comptable. Mais à 17 ans, j'étais déjà dans le monde du travail. Et ne pas avoir mon bac, c'est resté un de mes grands regrets. J'étais pas comme les autres. Pour moi, pour accéder à des responsabilités, il fallait avoir un minimum d'études. Alors je me sentais illégitime au conseil d'administration, puis à la présidence de la maison familiale. Je ne me sentais pas capable intellectuellement de tenir la barque. Quand on est présidente, par exemple, on a des discours à écrire. J'en ai eu des nuits sans dormir, ou avec un crayon et un papier près du lit, et quand une phrase venait, je la notais tout de suite. Maintenant, ce complexe commence à passer, bien sûr. J'ai des enfants qui ont bien réussi et c'est même devenu une plaisanterie de famille. Mais toi, t'as pas ton bac. Finalement, ça ne m'a pas empêché de faire mon bout de chemin. Et puis, j'ai quand même eu un mari extraordinaire, qui m'a toujours fait confiance et qui m'a poussé à faire les choses. Parce que tous ces postes, toutes ces responsabilités, j'ai tout fait avec son accord et il me disait même de foncer. Tous les ans, j'interviens dans une classe de seconde qui ont au programme le monde associatif. « Madame, c'est quoi une association? Pourquoi vous faites ça ?» Et ma réponse est toujours la même. Un jour, on m'a donné une chance, en donnant une chance à ma fille, d'être écoutée, d'apprendre autrement. Et je veux rendre cette chance, c'est le minimum que je puisse faire. Merci à Nadine d'avoir partagé avec nous ce fragment de vie et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté ce 4e conte des 1001 vies. Si l'histoire de Nadine ou ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à liker, noter, commenter cet épisode. Cela m'aiderait énormément et ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, un nouveau voyage parmi les contes des 1001 vies.